La première difficulté à laquelle je me suis confronté, c'est les textes de l'assise au comte Geoffroy. D'Argentré se fonde sur un texte dont Évin dit très clairement que c'est une très mauvaise copie et qu'il aurait pu tout de même avoir connaissance de bien meilleures copies qui avaient été imprimées à son époque. Il y en a une qui avait été imprimée en lettres gothiques en 1536, une autre en 1552, et dont d'Argentré ne semble pas avoir eu connaissance. Donc d'Argentré, lorsqu'il a écrit son avis sur le partage des nobles, dans un français qui est aussi difficile à comprendre que son latin, parce qu'il écrit un très mauvais latin, donc extrêmement brut, rude, et pas facilement lisible. Je dirais même que c'est très chiant. Je crois qu'il faut le dire comme ça. D'Argentré a pris la plus mauvaise copie qui pouvait exister et qui était totalement corrompue. Et il le remarque d'ailleurs lui-même lorsqu'il explique chaque paragraphe de ce texte, en disant je ne comprends pas, c'est parfaitement contradictoire à ce que dit la coutume de Bretagne. Et il ne s'interroge même pas sur le fait que la copie qu'il a utilisée est une mauvaise copie. C'est une copie du Léon, qui a été retrouvée dans le Léon, et qui effectivement a été d'abord mal recopiée, et ensuite, quand elle a été imprimée, bien, effectivement, aussi mal imprimée, avec de nombreuses erreurs d'impression. Ce qui fait qu'on a un texte qui n'est absolument pas fiable. Le deuxième texte que l'on a, il y a deux textes contemporains de Pierre Évin. Le premier texte, c'est celui de Pierre Évin, alors qui, bien sûr, ne l'envoie pas dire à Bertrand d'Argentré, qu'il a pris un très très mauvais texte, qui lui a été repris au baron de Vitré, André de Vitré, et qui a été conservé dans cette maison, et qui est considérablement meilleur comme version. Troisième texte, c'est le texte contemporain proposé par Michel Sauvageot dans l'appendice de son commentaire sur la coutume de Bretagne, et après le texte de la très ancienne coutume de Bretagne, c'est-à-dire dans le deuxième volume, nous donne un texte de l'assise au comte Geoffroy, qui est un texte de 1185, et qui est repris de l'exemplaire remis à Roland de Dinan, et qui est effectivement également beaucoup plus fiable. Et puis, le quatrième texte, eh bien, c'est le texte que Marcel Plagnol, dans le petit fascicule qu'il a consacré à l'assise au comte Geoffroy, a publié en reprenant l'ensemble des textes disponibles pour essayer d'établir un texte définitif. Et il cite également, comme témoin de ce texte définitif, différents auteurs, notamment Alain de Rohan, le baron de Vitré, André de Vitré, Roland de Dinan, un abbé de l'abbaye de Tudy, je ne sais pas où ça se trouve, cette abbaye de Tudy, alors qui doit s'appeler Gautier, parce que le nom latin c'est Galtierus, l'équivalent de Walter en allemand, puisque c'est un nom d'origine allemande, et puis d'autres témoins. Et Raoul de Fougères, l'évêque de Nantes, l'évêque de Saint-Malo, l'évêque de Rennes, et voilà, et c'est les autres témoins. Et c'est ce texte à partir duquel, justement, Marcel Plagnol va construire à la fois, je dirais,
son respect pour la science des vins et également quelques petites critiques qu'il lui adresse parce que Évin a mal compris un certain nombre de choses que je rappellerai au moment venu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, l'Assise au comte Geoffroy? C'est un texte qui prend pour modèle la réforme de Henri II Plantagenet, faite en Angleterre pour les fiefs de chevaliers et de barons. C'est-à-dire une réforme qui vise à ce que les fiefs ne soient pas partagés entre les enfants et que la totalité du fief aille à l'aîné seulement. Alors pourquoi? Pour quel but? Henri II Plantagenet réorganisait complètement la noblesse anglaise et voulait pouvoir compter sur des seigneurs en capacité de faire le service d'ost quand ils étaient convoqués par le roi. Donc il ne voulait pas que les fiefs soient divisés et ne permettent plus justement d'entretenir l'équipement d'un cavalier. Eh bien, Geoffroy Plantagenet, qui est l'époux de la duchesse Constance, Geoffroy Plantagenet a fait prendre un texte similaire en Bretagne qui également va proclamer le droit de l'aîné sur la totalité du fief. Mais pas seulement, parce que ce texte est composé de plusieurs articles. Vous en avez 6. Premier article qui établit le droit d'aînesse sur les fiefs de baronnie et de chevalier. Deuxième article qui concerne le droit que peuvent avoir les puinés, c'est-à-dire ceux que l'on appelle aussi en Bretagne les juveigneurs, de posséder soit en fonds, soit en propriété, soit en rente, des biens, voire des terres. Troisième article qui concerne lorsque la seigneurie de l'aîné tombe en tutelle, qui concerne quels seront les tuteurs. Et ce sont en général le plus âgé des frères ou, s'il n'y a pas de frères, les amis, l'un des amis de ce garçon. Quatrième article qui concerne le mariage des filles. Le mariage des filles, ça veut dire que celui qui épouse l'aînée des filles, lorsqu'il n'y a que des filles, hérite de la totalité du fief. Pour les puinés, elles seront mariées en fonction de l'accord de la famille et des parents. Cinquième article, c'est lorsque il se rencontre pour un juveigneur un mariage avantageux, l'aîné pourra éventuellement savoir si ce parti est honorable pour le juveigneur et s'il ne trouve pas de parti plus convenable, eh bien, il sera contraint d'accepter le mariage qu'a fait le juveigneur. Et puis, dernier article, c'est l'article qui dit qui a fait l'assise, et c'est donc Geoffroy Plantagenet. Alors, la question se pose de savoir, parce que d'Argentré avait un mauvais texte, s'il était comte ou duc de Bretagne. Et le texte d'Argentré contient les deux. Or, il semble qu'il était duc de Bretagne par son mariage avec la duchesse, l'héritière du duché de Bretagne, la duchesse Constance. Voilà. Et qu'il était effectivement bien duc. Or, bien évidemment,
Évin va critiquer d'Argentré. Il va critiquer d'Argentré d'abord en lui faisant le reproche de ne pas avoir su choisir un bon texte, alors qu'il reconnaît toute la faiblesse du texte qu'il commente dans son avis sur le partage des nobles, et dont il fait ressortir parfois des dispositions contradictoires à ce qu'il sait de la coutume, notamment sur l'héritage de l'aîné. Et Pierre Évin fait remarquer que d'Argentré aurait été tout à fait en capacité, étant donné qu'il était conseiller au présidial de Rennes, d'avoir à disposition des textes bien meilleurs. D'autant qu'il y en avait qui étaient parus à son époque, qui avaient été imprimés. Et là, d'Argentré dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette mauvaise copie fait que d'Argentré n'a pas très bien compris le texte, et notamment la notion de feodum militum. Feodum militum, en latin, ça se traduit par fief de soldat, c'est-à-dire, quand on le rapporte au droit féodal, fief de chevalier. Car qui peut être soldat si ce n'est un chevalier, surtout dans le domaine du droit féodal. Et il l'a confondu finalement, dit Évin, avec tous les autres fiefs qui sont honorés d'un caractère personnel de chevalerie. Or, ça ne vise, dit Évin, que les fiefs de haute justice. Parce que le service de chevalier, c'est un service d'armes qui suit le seigneur féodal, et c'était le cas notamment en Angleterre, car dès le début, en Angleterre, les rois ont tenu à s'assurer le service des fiefs de chevaliers et de barons. Or, la copie de d'Argentré comporte également un mot qui est dominium et non pas dominatum. Dominium, ça veut dire propriété, quand on le traduit du latin. Dominatum, ça s'applique uniquement aux biens que pouvaient posséder les barons et les chevaliers. C'est-à-dire un fief qui est une sorte de principauté, quoi, une petite principauté, un fief de domination. Et c'est justement, dit Évin, le but de l'assise que d'éviter le partage de tels fiefs qui viendrait affaiblir tout service de chevalier ou de baron. Et également, il critique d'Argentré pour avoir assimilé dans le premier article juxta posse suum, ce qui veut dire selon son pouvoir, comme signifiant ad libitum, c'est-à-dire en gros à son plaisir. Or, ça n'est pas du tout le cas. Les premiers termes emportent une obligation et non pas un choix laissé relativement opiné. En gros, il fait usage, pour démontrer cela, d'un partage qui a été fait en l'absence de Geoffroy de Fougères, mais qui a été ratifié par lui en 1204, réalisé entre ses 4 héritiers. Et ces deux fils sont morts avant le partage, et il n'est plus resté que Geoffroy de Fougères, fils de Raoul, qui était l'aîné, auquel le partage avait été attribué en usufruit à un tiers, avec la possibilité pour lui de disposer d'une partie en fonds jusqu'à la valeur de 100 livrets de terre, c'est-à-dire des terres qui produisaient 100 livres de rapport annuel.
Et de ce document, Évin tire la leçon que l'aîné avait la possibilité de ne pas démembrer sa baronnie et ne le fondait aucunement aussi à donner aviage ou à viager selon son seul plaisir, mais selon simplement ce que le fief pouvait supporter sans porter préjudice au service militaire du chevalier et du baron. Or, bien évidemment, on verra par la suite que le chancelier d'Aguesseau, qui a fait un mémoire également sur l'assise au comte Geoffroy, eh bien, devait critiquer l'interprétation d'Évin sur ce plan-là. Mais alors, il n'a pas prononcé, il n'est pas allé plus loin que le deuxième article d'Aguesseau sur l'assise au comte Geoffroy. Donc, son mémoire est assez fragile. Concernant le second article, Évin note que le mot denariis, qu'il a traduit par rente, note qu'il s'agit là d'une partie des revenus de la terre qui est concédée au puîné, mais à condition que cette concession en rente ne vienne pas préjudicier ou ne vienne pas démembrer la seigneurie. Et d'ailleurs, d'Argentré faisait valoir à son propos que cet article n'a jamais été pratiqué ni rapporté à l'ancienne coutume. Mais c'est sur le troisième article que Évin va rapprocher ses erreurs à d'Argentré. Parce qu'il s'est appuyé sur une mauvaise copie qui lit terra minoris, alors qu'il aurait fallu, dans les autres copies, lire, comme il est lu, terra maioris, c'est-à-dire la terre du plus petit, la terre du juveigneur, face à la terre de l'aîné, maioris. Et effectivement, d'Argentré, dit-il, mais même il le montre dans l'appréciation qu'il fait de ce troisième article, il dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On voit mal que la très ancienne coutume dispose expressément que l'aîné n'a aucune garde sur son juveigneur ni rachat, et donc l'article est certainement corrompu. Mais il n'est pas allé chercher plus loin. Et Évin dit effectivement d'Argentré aurait dû aller chercher plus loin parce que cet article eh bien, est effectivement corrompu et il s'agit de la terre de l'aîné. Et il cite plusieurs exemples sur lesquels je ne vais pas insister plus que cela. Sur le quatrième article, il fait valoir, d'Argentré faisait valoir que tous les exemplaires, et puis il le fait observer, même les exemplaires d'Argentré, l'exemplaire d'Argentré ne posait pas de problème et donc il n'y avait pas de difficulté. Mais sur le mariage des vassals, qui concerne le cinquième article, il y a deux éléments qui sont intéressants. D'abord, l'interprétation du mot catellum. Le mot catellum, c'est un mot qui est tiré du droit anglais et non pas du droit féodal français. Vous avez effectivement dans les coutumes du nord de la France une catégorie de biens qu'on appelle les cateux. Ce sont des biens de statut mixte qui sont tantôt immeubles, tantôt meubles. Et le meilleur exemple que l'on donne, c'est les récoltes. Tant que les récoltes sont sur pied, elles sont immeubles, c'est-à-dire sont liées à la terre sur laquelle elles se trouvent. Dès lors qu'elles sont coupées, elles deviennent meubles, puisque elles sont détachées de la terre. Et je me souviens avoir écrit un article tout à fait remarquable sur le statut immobilier du navire, ou mobilier. Vous savez qu'en droit maritime français, vous ne le savez peut-être pas, je vais vous le dire,
navire est un bien meuble. Et pourtant, il est sujet à l'hypothèque. Or, on sait très bien que dans le droit moderne français, même si c'est plus flou dans le droit romain, on sait très bien que les meubles sont insusceptibles d'hypothèque, ils ne sont susceptibles que de gages. Or, le navire, vous avez toute une série d'articles dans le code de droit commercial concernant les hypothèques sur le navire. Bon. Et moi, je m'interrogeais de savoir s'il ne fallait pas, justement, ressusciter cette espèce de statut un peu incertain pour le navire, qui est tantôt considéré comme une personne, puisque vous savez qu'on baptise un navire. Alors, je ne savais pas qu'on baptisait des meubles. Bon, mais j'apprends tous les jours. Voilà. Et tantôt comme une personne, tantôt comme un bien immeuble, tantôt comme un bien meuble. Alors, en droit anglais, vous avez ce qu'on appelle les chattels. Chattels, voici comment c'est défini dans un dictionnaire de droit anglais. An article of personal property. Any species of property not amounting to a freehold or fee in land. The term chattels is a more comprehensive one than goods, as that it includes animate as well as inanimate property. C'est-à-dire, en gros, les chattels, ce sont tous les biens meubles vivants, comme les animaux, ou non vivants. Et c'est comme ça que l'entend l'assise. C'est-à-dire qu'effectivement, les punais peuvent toucher des meubles, des biens meubles. Alors, ce qui a manqué, effectivement, à Évin, c'est une bonne connaissance du droit anglais à cet égard, même s'il n'a pas mal traduit, finalement, parce qu'il traduit par meuble, hein. Mais je crois qu'il n'avait pas la connaissance. Alors, le chattel s'oppose à ce qu'on appelle freehold ou estate en droit foncier anglais. Estate, c'est domaine. Freehold, c'est la libre tenure. Et non pas la tenue en bien féodal, qui est la tenancy in chief, qui est freehold in chief. Voilà pour ce que dit Évin. Alors, quelle critique on peut faire d'Évin vis-à-vis de son jugement sur d'Argentré, c'est qu'il est très sévère. Et parfois, assez méchant, je crois qu'on peut le dire. Il est assez méchant, et je vous lis un petit passage qu'écrit Évin. Il y a lieu de s'étonner qu'il se soit applaudi avec autant de confiance qu'il fait à la fin de sa traduction. C'est tout l'effet de la dite assise, dit-il, pour lequel tirer il a fallu de grandes recherches et diligentes conjectures, collations et perquisitions de la vieille et ancienne coutume, et me devrait fort bien, si ce n'est celui qu'on peut recueillir de l'écrit et de l'intention de ceux qui firent la dite assise, laquelle, peu des anciens et moins ceux qui ont vécu depuis 60 ans, ont entendu, encore qu'elle soit la plus conséquentieuse partie de la coutume du pays de Bretagne. Voilà. Alors on peut penser que cette méchanceté était peut-être pas tout à fait nécessaire. Voilà. Il avait effectivement une bonne connaissance de l'histoire des textes bretons et une connaissance qui était un petit peu décevante dans la mesure où, comme ça a été dit ce matin, eh bien, il n'a jamais été en capacité finalement d'écrire une histoire de la Bretagne à partir des textes. Et est-ce qu'il en a jamais eu envie? Je ne le crois pas. Je suis persuadé du contraire. Alors, il était intéressé par les antiquités, mais je crois que son intérêt n'allait pas plus loin. Et puis c'était un collectionneur.
il avait un goût tout à fait particulier pour la collection, et j'aurais aimé savoir ce qu'il y avait justement, parce qu'il en reste, d'après ce que vous avez dit ce matin, il en reste assez peu de traces dans les archives qu'on a rattachées au fonds Évin, dans les archives de Rennes. Deuxième chose, D'Aguesseau. D'Aguesseau est très franchement contre Évin. Il a consacré un assez long mémoire sur l'assise, dans lesquels il va distinguer 5 périodes. D'abord, l'époque de l'assise, le temps écoulé depuis la mise par écrit de la coutume en 1539, celui depuis la coutume réformée, celui depuis la Réformation en 1580, et celui de l'usage de son époque, qui est le plein XVIIIe siècle. Alors, il ne s'intéresse finalement qu'à la disposition que prévoit l'article 1, et il montre, il est assez sévère avec d'Argentré, il est assez avec Évin, et il dit finalement sur les 2 premiers articles, et notamment vis-à-vis du Puiné et du Juveigneur, très clairement, Évin est hostile aux aînés en faveur des Puinés des grandes maisons de Bretagne. Et il est accusé de s'être flatté pour élever sa réputation sur les ruines de celle de d'Argentré, de s'être flatté justement du partage qui a été fait de la maison de Fougères, que je vous ai cité, en 1204, par lequel il est donné au Puiné le tiers en usufruit d'une baronnie, avec permission de donner pour récompense de service jusqu'à 100 livrets de terre, comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire des terres de 100 livres de revenus. Et Évin, dit-il, en avait conclu que, au temps de l'assise, la portion des Puinés avait été liquidée au tiers. Or, c'est très difficile, dit D'Aguesseau, de tirer une règle générale d'un seul exemple, parce que d'abord, il ne s'agit pas d'un jugement en tant que tel, mais simplement d'une transaction entre frères. Et puis, l'intention de l'assise, dit D'Aguesseau, était de respecter les successions échues, et donc de laisser aux Puinés ce qu'ils avaient reçu en pleine propriété par un droit antérieur à l'assise. Et donc, Évin a tort de prétendre que le partage de la maison de Fougères puisse être considéré comme une exécution et une preuve de l'usage introduit par l'assise. Il est antérieur, parce que la transaction date, oui, de 1204, mais le partage est antérieur à 1185. Voilà. Alors normalement, dit D'Aguesseau, Geoffroy de Fougères aurait dû recevoir un 9e en pleine propriété, alors qu'il a reçu un tiers en usufruit. Le dernier auteur, c'est Marcel Pagnol, eh bien, qui va, lui, prendre le parti d'Évin. Et il va renforcer ce qui n'était jamais qu'une intuition chez Évin, qui affirme l'origine anglaise de l'assise et sa durabilité qui a tenu au fait qu'elle a rencontré finalement l'assentiment tant des prélats bretons que des barons bretons. Or, les buts militaires, dit Pagnol, sont clairs, mais l'intérêt des grandes maisons de Bretagne, c'est aussi de ne pas voir diviser, succession après succession, leurs biens fonciers. Et quand on voit les signataires de l'assise, c'est quand même pas n'importe quel signataire. C'est Raoul de Fougères, c'est Alain Drouan, c'est André de Vitré, c'est Roland de Dinan, c'est les grandes maisons. C'est les grandes maisons de Bretagne. Donc, ils sont tout à fait d'accord pour que
il n'y ait pas ce partage. Et il dit que avant l'assise, selon d'Argentré, les partages nobles étaient égaux, et seul Évin avait soutenu que même cette indivisibilité des terres, elle était antérieure à l'assise, sans être toutefois un usage général. Et l'assise n'a fait que généraliser cette indivisibilité des grandes maisons de Bretagne. Et il dit qu'en recherchant quelles étaient les terres soumises à l'assise, d'Argentré avait commis deux erreurs relevées par Évin. D'abord, il avait ignoré ce qu'était le feodum militis, c'est-à-dire une terre de chevalerie ou de baronnie, donc une chevalerie réelle et non pas personnelle. Et puis la seconde erreur, qui était que la succession, toute succession de barons était soumise à l'assise. Or, ça n'était pas le cas, c'est devenu le cas après l'assise. Mais avant l'assise, il y avait déjà des baronnies indivisibles, non partageables. Et il faut ensuite observer, dit Plagnol, qu'à défaut de mâle, les filles héritaient du fief, qui restait indivisible. Et c'est leur mari qui assurait alors le service armé de la baronnie ou de la chevalerie. Alors, est-ce que ça a pour autant totalement empêché tout démembrement volontaire des fiefs de chevalerie et de baronnie? Et Évin fait remarquer que, alors que d'Aguesseau dit que, Plagnol fait remarquer que, alors que Évin avait voulu favoriser les puinés, Plagnol prend encore ici la défense de Évin. Il dit que jamais Évin n'a affirmé qu'il fallait garantir un droit de propriété aux puinés, mais simplement que c'était une possibilité offerte à l'aîné de donner une partie du fief en propriété dépendant de lui, c'est-à-dire que le juvénier devenait le vassal de son aîné, mais à la condition explicite que ça n'affaiblisse pas les moyens du fief de chevalerie ou de baronnie. Relativement aux filles, eh bien, Plagnol fait remarquer que tant Évin que d'Aguesseau se sont mépris sur le mot qui est utilisé par l'assise, à savoir le mot de maritagium, qui était traduit par Évin comme un droit de mariage, ou donné en mariage. Or, dit Plagnol, ça n'est pas du tout ça. Ça veut dire tout simplement la dot. Le maritagium, c'est la dot fournie en terre et en pleine propriété. Et vous me donnerez la référence de l'article que vous aviez fait là-dessus, Maître Talbourdet, parce que je pourrais le rajouter justement à ma biographie. Alors, l'assise ne prévoyait en plus que le cas où des filles restaient à marier au moment de la mort de leur père. Et c'était alors à l'aîné de les marier. Et si les filles étaient déjà mariées, eh bien, elles conservaient ce qu'elles avaient déjà reçu. Voilà. Et Plagnol, finalement, dit que Évin, beaucoup mieux que d'Argentré, d'abord parce que le texte était meilleur sur lequel il s'appuyait, a bien expliqué ce terme, et il explique une bizarrerie qui avait été notée par d'Argentré, qu'il avait mal comprise, qui portait sur les mots ad principalem heredem à place de
ad principalem dominum, c'est-à-dire à l'héritier principal plutôt qu'au seigneur principal. Et Planiol explique cette bizarrerie aux yeux des Bretons par l'application d'un grand principe du droit anglo-normand qui était exposé par Glanville, qui a fait un traité sur le droit anglais des fiefs, qui est un traité extrêmement connu du XIIe siècle. Et Glanville qui dit « Parce que, de façon générale, il est vrai que selon le droit du royaume, que personne ne peut être en même temps héritier et seigneur de la même tenure. Donc on ne peut pas être à la fois héritier et seigneur. » Et Planiol fait remarquer qu'ici, eh bien, d'Argentré a mal traduit. Voilà. Et que son texte est corrompu. Or, arrêtons-nous là pour constater que Planiol, finalement, constate le plus souvent le bien fondé des remarques qui sont faites par Évin face à celles de d'Argentré. À la décharge duquel, eh bien, la seule chose qu'on peut reconnaître, c'est qu'il disposait d'un texte totalement corrompu et qui n'a jamais cherché ailleurs que dans ce texte les fondements de son avis sur le partage des nobles. Je vous remercie.